Nous sommes très souvent interrogés par nos clients sur les outils que nous mettons en œuvre dans les accompagnements individuels, dans les accompagnements d'équipe, dans les formations de management ou dans les missions de conseil qui nous sont confiées. Et il me semble essentiel, en tant qu'expert de l'accompagnement et en tant que formateur, d'avoir à notre disposition une large palette pour être en mesure d'accompagner efficacement et en intelligence de situation. Tout d'abord, d'accompagner sur l'opérationnel. Qu'est-ce que nous devons produire? Ensuite, d'accompagner sur des phases de régulation. Qu'est-ce qui limite la performance individuelle ou collective? Quels sont les verrous à faire sauter? Comment mieux communiquer? Et de pouvoir sélectionner les outils les plus appropriés pour former les collaborateurs lorsque ceux-ci sont confrontés à des étapes délicates. Parmi ces nombreux outils, j'ai choisi de vous en présenter ici un qui me semble à la fois simple et accessible, à la fois illustrant des prises de conscience et des résultats qu'il permet d'obtenir. Il s'agit de l'échelle d'inférence, empruntée à la pensée dite constructiviste et extrêmement bien décrite dans le livre de Laurent Burati, paru aux éditions Duno, La Transformance. C'est un outil efficace, tant en team building qu'en cohésion d'équipe, sur la gestion des situations délicates par exemple. L'échelle d'inférence permet en effet de prendre conscience que la réalité perçue n'est pas le réel lui-même, mais qu'elle est le réel augmenté de notre propre subjectivité. Cette réalité va de plus induire toutes nos actions. Cet outil permet d'identifier les croyances limitantes qui peuvent altérer la relation à l'autre, les performances et ce à plus ou moins brève échéance. Illustrons-le par un petit exemple très simple. Étape 1, je pars du réel observable. Stéphane est assis seul au bout de la table lors de la réunion d'équipe. Stade 2, je sélectionne parmi ce réel observable certains détails. Stéphane regarde ailleurs, ne pose pas de questions. Je commence à construire ma réalité. Stade 3, je donne ensuite du sens aux détails que j'ai sélectionnés. Le fameux réel augmenté de ma subjectivité. Stéphane s'ennuie et souhaite passer à autre chose, à un autre sujet. Nous voyons qu'ici, à partir de ma réalité, je commence à me construire mon film. Stade 4, ensuite j'interprète le sens que je donne à ma réalité. Il s'ennuie car il me pense incompétent. Le film continue alors que je n'ai toujours pas validé ma perception. Stade 5, j'en conclus qu'il n'a jamais apprécié mes idées. Nous remarquons que le film se poursuit. Et stade 6, j'en tire progressivement la croyance que Stéphane est un assoiffé de pouvoir, qu'il veut ma place. Et enfin, stade 7, en conséquence, je fonde mon action sur la décision de ne plus l'aider. Et finalement, en décidant de ne plus l'aider, je prends le risque de l'encourager à ne plus s'intéresser aux réunions et donc à renforcer progressivement ma propre croyance. Quand je cite cet exemple, j'ai généralement deux réactions. Le flash, cela parle immédiatement aux personnes, ou l'incrédulité. Et quand je demande aux incrédules de me décrire une situation problématique ou qui semble insoluble, ils prennent progressivement conscience qu'eux aussi mettent en œuvre ce mécanisme de l'inférence, et ce de manière largement inconsciente. Et la problématique est que l'inférence génère des croyances qui limitent la capacité de choix et d'action du responsable ou du collaborateur. Et souvent on entend dire « mon collègue est comme cela »,« il pense que »,« je suis sûr qu'elle ou il voudra jamais que », etc. Il s'agit d'un processus d'abstraction que nous vivons tous, processus dans lequel seul le réel et l'action, c'est-à-dire le premier et le dernier échelon de l'échelle, sont directement observables. Et il nous reste ensuite à le démonter. Ce travail consiste à faire redescendre l'échelle à la personne en partant de l'action pour revenir jusqu'au réel, en listant ses idées puis en vérifiant si elles sont ou non validées par des faits. Voilà un petit exemple d'outil qui nous permet très simplement, très rapidement, de redonner aux dirigeants, aux responsables et aux managers une réelle capacité de choix et d'action en les invitant à métacommuniquer, c'est-à-dire à communiquer sur la communication et sur la non-communication avant d'agir. J'aurai prochainement l'occasion de vous présenter d'autres outils d'accompagnement ou de régulation pouvant être mis au service de la performance individuelle et collective, outils qui, selon moi, contribuent chaque jour à redonner toute sa place à l'élément humain au cœur de nos organisations.